cette COP 28, elle va être décisive parce que c'est celle du premier bilan de l'accord de Paris. On va mesurer les écarts entre les engagements pris par les États et le besoin de rester sous la barre des 1,5 degrés. Et en fait, c'est une étape importante, à la fois pour que les États s'engagent à réduire, à limiter leur développement des énergies fossiles et de tout nouvel investissement dans les énergies fossiles. C'est absolument aussi nécessaire que d'autres engagements soient pris pour baisser les niveaux d'émissions à l'échelle nationale. Et puis enfin, il y a une attente très très importante des pays en développement pour que les fonds et le soutien pour les pertes et préjudices causés par le changement et les dérèglements climatiques, ce fonds soit doté financièrement. Dans les médias, dans la jeune génération, dans nos étudiantes et étudiants, mais aussi du côté parfois des acteurs un peu du monde climato-sceptique aussi. On dit oui, les COP ça sert à rien, tout ça c'est vraiment du flan, on va dire. C'est vrai que le format des réunions pose problème, c'est beaucoup trop grand, c'est énorme et on se demande pourquoi réunir autant de gens pour cela, mais néanmoins, au-delà du format, les objectifs qui sont en train d'être travaillés, négociés, ils sont essentiels et on observe des inflexions. Ce mouvement de fond qui dépasse les politiques et puis qui est aussi soutenu par ces politiques publiques, il est réel, il est observable. Même si on n'a pas encore atteint tous les objectifs que l'on serait en droit d'attendre pour rester sous la barre des 1,5, on observe déjà des résultats tangibles des COP passées et de l'accord de Paris. Lorsque l'on regarde par exemple la trajectoire vers laquelle le monde s'orientait en 2010, lors des accords de Cancun sur le climat, on tendait vers 4 degrés, 3 degrés 8. Aujourd'hui, si l'on prend en compte les engagements des États, on est plutôt vers du 2 degrés 5. C'est encore trop, mais on voit qu'on a quand même déjà resserré. Un autre exemple, l'Agence internationale de l'énergie et le consortium de recherche Carbon Brief ont encore récemment montré que très certainement, entre 2023, cette année-là, 2024, on est en train d'atteindre le pic des émissions. Ce pic des émissions, il était attendu par le GIEC avant 2025. C'est dire que, effectivement, les acteurs économiques, les industries, mais aussi les politiques climatiques engagées, ont déjà commencé à produire des effets qui n'auraient pas été atteints sans l'accord de Paris. Il y a un petit peu deux niveaux d'attente en réalité. Il y a un niveau d'attente quantitatif sur le montant financier qui peut être alloué aux pays en développement pour à la fois leurs besoins en termes d'adaptation. Ensuite, il y a une autre composante au débat qui est qu'il y a encore toute une série de financements, y compris d'aide au développement, qui vont vers le soutien, par exemple, aux énergies fossiles. Et cette absence, on va dire, d'alignement parfait entre les financements qui sont posés sur la table et les objectifs climatiques que l'on souhaite atteindre, ça c'est le deuxième point de débat. Et là on parle plus seulement de quantité de financement, mais aussi de qualité de ces financements pour être sûr qu'ils aillent vers des technologies plus propres. Eh bien, en tant que membre de la science au sein de la délégation, c'est extrêmement important de souligner que les travaux du GIEC sont absolument limpides et unanimes, font consensus sur le fait qu'il est encore possible de tout faire pour rester sous la barre des 1,5 degrés et limiter le dérèglement climatique. Les solutions technologiques sont là et ce message-là, il doit porter pour ensuite que l'action soit amplifiée à la fois sur le plan de l'atténuation et sur le plan de l'adaptation.